Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je me présente à vous, mon nom est Laurent Vorelli. J'ai la chance là, de vous recevoir à cette nouvelle causerie. Donc, juste pour ceux qui nous rejoignent, en fait, ça fait maintenant plusieurs années qu'on offre des causeries où on a la chance d'avoir des invités, en fait, un invité par causerie et toujours une personne inspirante, une personne qui a quelque chose à partager. Alors aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Éric Hébert. Alors en 2 mots, avant d'accueillir Éric, Éric a un bac en relations industrielles de l'Université du Québec en Outaouais et détient plus de 25 ans d'expérience en ressources humaines, a occupé différents postes, que ce soit comme conseiller, directeur, vice-président, œuvré dans différents secteurs d'activité, que ce soit en technologie de l'information, au niveau des transports, du transport routier, des jeux vidéo, de l'industriel aussi, du réseau de la santé, des services sociaux. Bref, un parcours très, très riche. Et Eric travaille maintenant pour Fraré Galant. Alors bonjour Eric, j'ai eu la chance d'échanger avec toi, puis je me suis dit il faut absolument qu'on fasse une causerie ensemble. Avant que tu nous parles un peu de notre thème qui est comment être un RH atypique, j'aimerais ça peut-être que tu nous dises un peu Fraré Galant, qu'est-ce que ça mange en hiver? Ferragamo, c'est une compagnie de construction, 45 ans d'existence sous la même charte d'ailleurs, dans le secteur industriel, avec une spécialisation dans l'agroalimentaire. Alors en 45 ans, il y a quelque chose dans votre assiette, c'est sûr, pour lequel la compagnie a participé pour faire ne serait-ce que le ketchup, avec Heinz et Kraft. Ma première question pour toi, c'est par rapport à notre thème. euh, Comment toi tu vois, peut-être 2 questions en une pour faire simple, comment tu vois le rôle des ressources humaines dans une entreprise ou une organisation, puis comment tu vois l'approche là, tu sais, comment l'approche peut être un peu atypique? Ben, pour ceux qui ont fait des ressources humaines depuis plusieurs années, comme moi, au départ, les ressources humaines, je pense que c'était perçu comme étant un mal nécessaire dans une entreprise. Et avec les années, la complexité des lois, la pénurie de main-d'œuvre, on est devenu de plus en plus des partenaires, des gens qui peuvent influencer. Parce que le pouvoir des ressources humaines n'est pas très, très grand, mais le plus grand pouvoir qu'on peut avoir, c'est influencer les différents partenaires autour de la table. Et je pense que c'est ça la plus grande, comme de mon côté, ce que j'ai perçu là, quand j'ai commencé à 25 ans. Puis aujourd'hui, les nouvelles méthodes, les entreprises sont beaucoup plus ouvertes à créer des valeurs ajoutées dans l'entreprise, chose qu'avant, ils voyaient juste un coût et non pas la résultante positive qui peut venir avec. Ouais. Et c'est vrai que moi je le vois là, tu sais, on intervient dans différentes entreprises, Ouais, puis malheureusement, bien encore des fois, c'est perçu comme un département principalement, comme tu dis, soit un mal nécessaire ou un département de coûts ouais, de coup. ou un département administratif ou le département incendie Les de pompiers. l'entreprise. Tu sais, quand ça va mal, c'est là qu'on va aller voir les RH, soit les partenaires d'affaires, les conseillers, etc., etc. Donc, effectivement, là, Et bien souvent, les ressources humaines dans les plus petites entreprises sont référées en dessous de la comptabilité. Chose qui est à proscrire, à mon avis, parce que la comptabilité va juste regarder au niveau du dollar de dépense, non pas sur ce qu'on fait sauver à l'entreprise. et aussi, des fois, la comptabilité, ils l'acceptent, mais ça représente une source de stress Ouais. importante. Ça m'est arrivé encore la semaine dernière de parler avec un directeur financier qui me dit qu'il avait les RH sous lui, puis c'est pas ce qu'il préférait, puis c'était pas sa zone de confort du tout, du tout, du Non. tout, là, par rapport à ça, là. Donc, euh, là, t'as osé, là. T'as osé choisir. C'est toi qui as choisi le thème, là. Ah oui, toujours eu. T'as choisi RH atypique, là. Ouais, atypique. Tu me vois venir avec ma question, là, tu sais. Ouais. En quoi tu penses que, tu sais, de la manière dont toi, tu rentres dans l'habit du président des ressources humaines, là, du dirigeant Ouais. RH, Ouais. comment tu considères que tu es un RH atypique? Ben, c'est à force d'avoir des discussions avec les gens autour de moi dans le même domaine, information, dans les différentes entreprises, puis à toutes les fois que je parle, jamais des idées qui sont en dehors de la boîte, l'effet de surprise, ah, où c'est que tu t'en vas avec ça? Et tu te dis, écoute, non, est-ce que je rentre dans le moule? Comment ça se fait que, on dirait que je surprends autant que ça les gens autour de moi? Puis quand tu fais un profil psychométrique, tu te rends compte qu'il y a plusieurs RH qui ont beaucoup de bleu, alors que j'en ai pas. J'ai très, très peu de bleu, j'ai très beaucoup de jaune. Pour ceux qui connaissent les principes des codes de couleur, là, je suis un jaune à côté avec du rouge excessivement fort aussi.
aussi. Donc, moi, je suis prêt à... Ça ne me dérange pas de m'obstiner, ça ne me dérange pas de défoncer des portes, ça ne me dérange pas d'avoir un tête à tête avec le président ou avec les têtes dirigeantes puis dire non, tu n'as pas raison, puis c'est là qu'on s'en va. T'as un argumentaire, évidemment, pas juste dire non, là, mais de sortir du canevas comme ça, puis de dire, regarde, on va faire différent. Parce que si on fait ce que tous les autres font, ça ne fonctionne pas. Fait qu'on va aller ailleurs, on va innover, aller plus loin et apporter quelque chose qui va être différent, qui n'est pas sur le marché. Et peut-être pour les autres, là, jaune et rouge, à quoi tu fais référence là, Ben, là-dessus? dans les cas de couleur, il y a du rouge, jaune, vert, bleu. Ça, dans le test psychométrique. Les bleus, c'est des gens excessivement méthodiques. On retrouve, par exemple, là, je généralise évidemment, là, mais on retrouve des gens en comptabilité. Il y a le souci du détail. Analytique. Les Ouais. chercheurs, les ingénieurs, le souci du détail est très, très pointu. Les verts, c'est des gens qui aiment ça, que tout le monde les aime. C'est des gens qui n'aiment pas le conflit, mais qui sont, tu sais, les amis de tout le monde. Les Très jaunes, relationnel. Ouais. ouais. Les jaunes, c'est des one-man shows, c'est des gens c'est des entertainers. OK? On retrouve souvent des représentants, des vendeurs. Parce que là, c'est toujours, hey, comment ça va, Ben? C'est beau. C'est ce genre de personnes-là. Et les rouges, c'est des gens qui vont être axés beaucoup sur l'objectif, l'atteinte de l'objectif, quitte à bypasser les lois s'il faut, tant qu'on va se rendre à l'objectif, c'est ça qui est important. Alors, moi, mon profil à moi, il est très, très jaune. Et un peu en bas, j'ai du rouge. Mais je suis en haut de 50. Je suis à peu près à 80 de rouge puis 99 de jaune. Autre atypique, dans un de mes profils, souvent on dit qu'il y a le côté naturel et le côté adapté. Mais mon adapté et mon naturel est pratiquement pareil. Et quand tu lis le Ah oui. descriptif, ce que ça dit, c'est je ne vois pas la nécessité de changer. Fait que je me suis adapté, c'est comme ça que je suis d'esprit, puis je ne vais pas modifier mon comportement euh, dans une période de stress. Légèrement, mais pas tant que ça. Ouais, j'aime ça. J'aime ça. C'est-à-dire que, est-ce qu'on peut aussi dire qu'un RH atypique, c'est celui qui assume ses couleurs, justement? Ah ben, comme dans mon cas, avec les années, avec l'expérience, j'ai fini par assumer que c'est comme ça que j'étais pour être. Si, ben, je donne un exemple. Quand j'ai fait mon entrevue chez Frère et Galant, j'ai une discussion avec John Frary, qui est le président. Puis je disais à John, si tu cherches quelqu'un qui va dire oui à ce que tu dis tout le temps, ben c'est pas moi. Oublie ça, je rentre pas ici. Moi, je dois être assis autour de la table. Puis John me répond, mais la table des directeurs, c'est juste tes partenaires. Ben, j'ai répondu, vous aurez un meeting à part avec tes partenaires. Moi, je dois être sur le comité de gestion parce qu'il faut comprendre qu'il y avait zéro ressources humaines avant mon arrivée chez Frère Garant. Okay, ça va faire 4 ans, la semaine prochaine, je suis là. Fait que pendant 41 ans, ils ont fonctionné sans RH. Et tout d'un coup, on décide d'implanter un département RH. Je suis rentré là. Puis quand j'ai été faire ma deuxième entrevue, la finale, il y avait les 6 partenaires autour de la table. Et quand je me suis assis, mon attitude a été, je ne viens pas m'asseoir pour une entrevue, je viens m'asseoir avec des futurs collaborateurs. Et j'ai parlé leur langage tout de suite. J'ai commencé à parler construction. J'ai commencé à expliquer comment j'étais pour voir ça. Puis évidemment, ils m'ont dit, comment tu vois ça? On va faire un plan, on va implanter un département sur 2 ans. Puis j'avais donné des exemples. Je vais vous rencontrer, on va faire un plan. Hein, on va établir un échéancier. Puis là, j'ai fait une référence à la construction. Je dis, vous savez très bien que les clients, surtout en construction, les échéanciers, là, on les respecte à 100 puis Hmm. il n'y a pas de modification de plan, jamais, jamais, jamais. Là, ils sont partis à rire, évidemment, puis je dis, ben c'est ça. Moi aussi, mon plan peut changer en fonction de vos besoins, en fonction des choses qu'on va modifier, mais au final, vous allez avoir un produit fini qui va être un département d'RH. Là, ça fait 4 ans, puis le département, il fonctionnait depuis 2 ans. J'ai une autre question pour toi. Puis, Oui. tu sais, j'ai regardé pour me préparer à la causerie, j'ai regardé ton profil. Puis, je vous invite à aller voir le profil d'Éric là sur LinkedIn. Mais t'as pas le parcours typique non plus. Parce que, tu sais, Non. quand je vois, par exemple, juste les secteurs d'activité, Oui. c'est pour ça que je l'ai nommé tout à l'heure, mais tu sais, tu es passé de transport routier, technologie de l'information, jeux vidéo, réseau de la santé. C'est- Ben, Qu'est-ce réseau de la qui. santé, c'était le premier. Ah, Ça vient du c'est fait ça? que Ouais. avant d'aller en ressources humaines, en ressources industrielles, j'ai étudié en soins infirmiers. J'ai travaillé comme préposé de bénéficiaire dans ma Ah, jeunesse, puis j'ai compris c'était quoi ça. Et par la suite, j'ai bifurqué en relations industrielles. Fait que j'ai travaillé dans le réseau de la santé au départ. Puis après ça, j'ai bifurqué, là, j'ai lâché les soins, puis je suis allé en relations industrielles. Mais oui, j'ai travaillé dans plusieurs domaines d'activité complètement différents. J'ai jamais été faire 2 fois euh, le même secteur. Puis au fond, les ressources humaines, tu n'as pas besoin de garder le même secteur. C'est une plus-value? Pas tant que ça. Parce qu'en dedans d'un mois, normalement, je m'adapte assez bien que
exemple, dans le transport, après un mois, les gens pensaient que j'avais passé ma carrière dans le transport parce que j'ai utilisé le langage du transport. Ouais. J'étais caméléon à ce niveau-là. Et c'est ça qui est important, c'est de parler leur langage, poser les bonnes questions, évidemment. Mais moi, je gère quoi? Je ne gère pas la ligne de production, je ne gère pas les hôpitaux, je ne gère pas le jeu vidéo, je gère quoi? Je gère les employés de l'entreprise. Et de toutes ces sphères d'activité-là, j'ai remarqué qu'il y a 3 choses que tous les employés recherchent. Et là, quand je vais parler de ça, je suis sûr que tous les gens qui sont à l'écoute en ce moment vont dire c'est vrai. Il y a 3 choses que tout le monde recherche. 1, le respect. Si tu n'as pas de respect, tu vas finir par partir. 2, avoir un salaire décent pour ce que tu fais. Sinon, tu as l'impression que tu t'en fais passer une vite. 3, ça va être d'avoir du plaisir au travail. Parce que sinon, c'est une job et ce n'est pas une carrière. Quand ces 3 choses fondamentalement-là sont acquis par l'employé, le restant, ça va dépendre. Dans le domaine du camionnage, ben, c'était celui qui va avoir le Peterbilt chromé. Dans le système informatique, ben, c'est la nouvelle souris, le nouvel ordinateur, le nouveau casque d'écoute, peu importe, le nouvel écran. Ils ont chacun une chose à eux qui vont être. Mais ces 3 choses-là, ces 3. Puis repensez dans vos sphères d'activité, là, si vous avez ces 3 choses-là, que tous les employés ont ces 3 choses-là minimum, vous allez avoir un taux de roulement qui va baisser. Puis moi, je ne parle pas de rétention chez nous, je parle de fidélisation parce que rétention veut dire retenir. Il n'y a personne qui aime ça se faire retenir, donc c'est fidélisation. Fait que ces 3 points-là, quand ils sont là chez chacun des employés, c'est sûr de les garder. Quand il y en a un des 3 qui flanche, c'est là où vous commencez à avoir des départs. Fait que c'est là-dessus que vous travaillez. Ouais. Et c'est intéressant cette histoire de secteur d'activité parce que je trouve déjà ton approche c'est pas le discours qu'on entend tout le temps. Et nous, mettons, là, hier on était à un salon, puis beaucoup de clients nous disent est-ce que vous avez de l'expérience dans notre secteur là? Parce que nous, c'est important d'avoir l'expérience dans le secteur, mais ce que j'entends de ce que tu dis, c'est davantage d'être capable de s'adapter au secteur rapidement. Là, tu dis dans un laps de temps de 1 mois. Là. As-tu des exemples? Tu sais, des exemples, hein, je pense que je ne suis pas le seul à avoir des. Tu as commencé à donner quelques-uns. As-tu des exemples de décisions que tu as prises, d'initiatives que tu as entreprises qui peut-être n'étaient pas des initiatives naturellement attendues des ressources humaines? Oui. Chez VTL Transport, il y avait un taux de roulement, évidemment. Les camionneurs, ils changent pour une scène du mille. C'est clair. S'ils n'aiment pas un lot qui a été fait à quelque part, ben, là, ils passent à quelque part, ils voient nous embauchons, ils arrêtent le truck, ils s'en vont tout de suite, ça va trouver une nouvelle job. Et il y a tout un système de bonification par année qui est fait. Et c'est tout le temps vers la fin de l'année où est-ce qu'il y a moins de transport. Puis là, les propriétaires, ils s'obstinaient pas mal à vouloir octroyer les bonus où ils commençaient à jouer avec les variantes. Moi, j'ai implanté, j'ai dit, on va essayer de quelque chose, on va donner un bonus aux gars à chaque semaine. Il va y avoir un nombre de scènes du 1000 parce qu'il y a beaucoup de micro-accidents. On appelle ça des bender fenders. Là. Fait que quelqu'un qui partait avec une couette de fil, avec les bandes neige, des fois, craquait le bumper. Fait que il y avait des coûts à ça. Puis souvent, les gars qui revenaient, ils ne faisaient pas assez de kilométrage. Un camion, pour qu'il soit rentable à l'époque, c'était 2700 milles par semaine. Il fallait 2700 000 milles par semaine, il fallait qu'il fasse. Et des fois, il restait du temps de transport que les gars pourraient faire, mettons, un 2 ou un 3 heures. Fait que c'était assez pour aller faire, mettons, un Montréal, mettons, 3 heures, Montréal, Trois-Rivières, puis revenir. Mais les gars étaient tannés, ils ne voulaient rien savoir. Et là, ce qu'on a implanté, ce que j'ai proposé d'implanter, ça a été justement un bonus à toutes les semaines. Si tu avais un bender fender, ben là, il y avait une échelle de en temps et temps, tu perdais ton bonus pendant 3 mois, 6 mois, 9 mois, 1 an. Fait que la personne le voyait instantanément sur la prochaine paye, parce qu'il était payé aux semaines, instantanément si il y avait quelque chose. Puis comme on bonifiait le millage, ben, dans les 3 premiers mois, on a eu, puis le break-even pour un camion, c'était à peu près ça, 2400, 2700 000. En haut de ça, il commence à faire du profit. En 3 mois, les bender fender, les petites affaires niaiseuses, ont diminué de 60%. Le nombre de kilométrages ou la moyenne de 1000 milles par camion a augmenté de 25. Fait que tout d'un coup, on est devenu plus profitable. Puis il y a souvent des camionneurs qui viennent voir en me disant Hey, j'ai accroché mon bumper, ça coûte combien? J'appelais, il me disait 400$, ça coûte 400$. Le gars, il calculait dans sa tête, là, perdre son bonus pendant 3 mois, ça venait plus cher que de payer. Fait que souvent, il disait là, 400$, c'est pas mon bonus. Puis on récupérait l'argent comme ça. Et justement, c'est quelque chose qui ne se faisait pas du tout dans le domaine du transport quand je l'ai proposé il y a plusieurs années. Mais ça, c'est en dehors de la boîte. OK, bah ouais. Ah ouais. Puis là, mais moi, ce que je t'entends, là, je t'entends parler de. Écoute, je vais pas tout compris ce que tu as dit, là, parce que tu sais, il y a des éléments très techniques au niveau Oui, en Mais, transport.
Mais c'est bon signe, entre guillemets, parce que ça veut dire que tu es proche des opérations, là. Tu es Oui, capable de comprendre comment dans ça un mois. opère, là. Oui. Et c'est ce que je disais. Les ressources humaines, en général, à part si tu es directeur avec ton propre département, on n'a pas beaucoup de pouvoir. Le seul pouvoir qu'on a vraiment, c'est le pouvoir d'influencer. Et pour influencer, il faut que tu connaisses, la boîte pour laquelle tu travailles, il faut que tu connaisses tes gens. Moi, je me colle aux gens. Souvent, on entend parler des ressources humaines, on est dans une tour d'ivoire, puis on est juste collé à l'administration. Moi, non. Je suis vraiment ça tranche entre les deux. Là. Je me colle aux employés. Oui, c'est difficile s'il faut t'en mettre dehors des fois, s'il écrivent des lettres, mais ça fait partie de la game. Sinon, va-t'en pas en ressources humaines. Mais je défends les employés autant que je défends l'employeur. Je n'ai pas de problème avec ça quand c'est une décision qui est bonne. Puis je vais comprendre c'est quoi l'aspect caméléon, c'est ça. En dans 2 mois, là, mon premier mois, 2 mois, maintenant dans l'entreprise, c'est vraiment ça. Je suis une éponge. Je vais poser des questions, je veux comprendre comment ça fonctionne. J'ai une compagnie de modification, c'est Van Action, rendu Van Action 2005 Inc. Mais je peux encore te décrire au complet le processus de démantèlement du véhicule parce que j'ai été voir chacune des étapes pour comprendre chacun des postes aussi. Parce que quand tu fais du recrutement, il faut que tu saches de quoi tu parles. Puis chez Fourgon Leclerc, même affaire, je peux te parler de la boîte de Fourgon, comment elle est bâtie, parce que je sais, j'ai compris c'est quoi la façon de faire. Fait que quand tu viens argumenter après ça avec l'administratif, ben, c'est plus facile d'amener les vrais arguments qui vont avoir un poids parce que tu vas comprendre de quoi tu parles. J'ai quand même une question pour toi. Tu sais, moi, j'aime bien mettre à défi un peu, là, comme ça, là, mais je comprends l'idée d'aller sur le terrain, de comprendre tout ça, mais pas mal sûr qu'il y en a certains qui nous écoutent qui disent, j'aimerais ça si j'avais le temps. Qu'est-ce que tu leur réponds à ceux qui soit le pensent ou le disent, là? Ben, si tu attends d'avoir le temps, tu attends de changer de job. C'est ce qui va arriver. Il n'y a personne qui a de temps. Il n'y a personne. Il y a des choix dans la vie que tu fais à un moment donné. C'est pour faciliter. Moi, je l'ai fait pour deux choses. Parce que je vais avoir moins de problèmes après avec l'administration. Même si je fais partie du comité de gestion, mais là, quand tu as un VP construction, exemple, en ce moment, un VP construction ça fait 20 ans qu'il est dans l'entreprise, qui comprend tout, qui est super rapide, bien, si je vais être capable d'aller à son niveau puis de comprendre, il faut que je comprenne d'où est-ce qu'il vient puis qu'est-ce qui se passe. Parce que sinon, tous mes arguments, ils vont faire mes démêlés après l'autre. Là, j'aurai zéro pouvoir d'influence, puis là, je ne ferai pas avancer l'entreprise. Parce que moi, mon but, c'est de faire avancer l'entreprise. Puis honnêtement, d'avoir un taux de roulement à zéro. C'est utopique, là, on le sait. Mais dans mon monde idéal, moi, je veux passer du temps à faire du développement organisationnel, pas à faire du remplacement. Créer des postes, faire du recrutement avec des nouveaux postes, qui ont une croissance organique, pas de problème. Faire du remplacement tout le temps, ben, j'ai l'impression que je démolis puis je rebâtis, puis ça, j'aime pas ça. Fait que je m'arrange le plus possible pour être capable de comprendre. Donc, je vais investir, je vais prendre du temps, je vais m'égorger tout seul avec d'autres choses plus tard pour aller passer du temps. Puis ça prend à peu près ça, 1 à 2 mois. Après ça, tu te crées un réseau de contacts. Moi, après ça, à un moment donné, je suis dans mon bureau, j'ai du monde qui me file de l'information au fur et à mesure. J'ai plus besoin de faire c'est grand. Parce que c'est un investissement que tu fais. Et plus tu vas investir, plus tu as des chances de récolter. Ça, c'est comme n'importe quoi. Si tu sèmes rien, tu ne peux pas avoir un champ. C'est comme ça. Puis quand tu sèmes, tu peux avoir une terre très aride, une terre qui va être très proliférante. Puis, il y a des idées que tu vas lancer que ça ne pognera jamais. Des fois, c'est question de timing. Il y en a d'autres, tu lances une idée, ça fleurit comme ça. Mais c'est comme ça que tu vas avancer. Et là, tu as expliqué un petit peu, tu sais, à ton embauche, quelle était ton approche puis ton Oui, message, oui. qui, moi, m'impressionne. Tu sais, je veux dire, c'est direct, là, c'est ton style, là, Ah c'est oui. direct, et puis c'est... Ça, c'est mon côté rouge. Côté ouais, rouge, c'est ça, très c'est ton direct, côté on va rouge, faire. là. Ouais. Ouais, mais de manière générale, comment tu arrives à rentrer en relation avec... Parce que, tu sais, je peux imaginer, on l'a dit en tout début, que des fois, les RH, on est estampillé un peu plus administratif ou un peu plus... Tu sais, Ouais. comment tu arrives, c'est quoi ton approche en termes de mise en relation ou de communication ou de message que tu as auprès des individus pour faire ta place puis avoir la crédibilité aussi, là, tu sais? Je pense qu'avec le temps, on a tout un sixième sens en ressources humaines. On fait tellement d'entrevues, on est capable de détecter les gens. Il faut que tu t'adaptes à quelle petite personnalité que tu as. J'ai des gens qui sont très renfermés, d'autres sont très joie de vivre, peu importe. Il faut que tu sois capable d'adapter ton message. Je dis que, encore là, la partie caméléon d'adaptation sur l'entreprise, tu le fais avec tes employés aussi. Moi, honnêtement, je parle à tout le monde dans l'entreprise. OK? J'ai aucun problème. J'ai pas de problème à partager non plus. Il y a des gens qui disent, ah non, faut que tu gardes tes choses à toi. Non, je partage. Je partage pas tout. OK, on a des choses, mais je vais partager des informations que j'ai, pas de l'administration, mais sur moi. Parce que la meilleure façon d'avoir une interaction avec les gens, c'est de partager. Si tu gardes des choses pour toi, tu n'ouvriras pas une discussion. Alors, des fois, il faut que tu rouvres un petit
je ne parle pas des jardins secrets qui restent à la maison, là, mais tu partages un peu sur certaines affaires, puis ça crée une relation, ça crée un respect qui est là. Les gens ils vont s'entendre à pouvoir rentrer dans ton bureau, puis à pouvoir te parler, puis à t'expliquer. Puis des fois, moi, je suis là en disant, ben écoute, moi, je dis tout, il y a trois côtés de médaille, hein. Il n'y en a pas deux. Il y a un côté, il y a l'autre, puis il y a la tranche entre les deux. Moi, je suis à la tranche. Fait que des fois, je veux dire, si on parle d'un bord, on parle de l'autre. Et c'est ça qui va faire en sorte que quand les gens entrent dans ton bureau, ils font comme, OK, ils ressortent avec quelque chose de différent, une vision qui est différente, parce que c'est jamais tout blanc, tout noir, là, mais ce côté-là va faire en sorte que tu gagnes un respect à l'intérieur de l'entreprise et tu es capable de te promener, puis de comprendre, puis de voir, puis d'influencer autant le côté administratif que le côté employé. Moi, l'influence, là, elle est bidirectionnelle, là. Puis il y a des fois, je me fais influencer aussi en disant, ah, j'ai pas vu ça de même, c'est vrai, t'as raison. Je m'amène ailleurs, c'est bon, on s'en va ailleurs avec ça. L'idée, c'est Ouais, pas d'être fermé, là. ah ouais, j'aime ça parce que tu vois, moi je me serais attendu à ce que un rouge comme toi, mettons, on dise ouais, tu sais, il faut s'imposer, puis là tu sais, t'arrives, etc. Puis c'est pas ça que Non, c'est à cause du jaune. ben, ouais, aussi, puis t'as le jaune, mais t'es capable de rentrer en relation aussi, là, Ouais. de te faire apprécier. Tu sais, c'est parce que. Ce qui est sorti de parce que j'ai eu quelqu'un qui m'a expliqué mon résultat. Mais tu as tellement de jaune, ton objectif est ici, mais tu vas amener du fun autour de toi, puis les gens vont se ramasser à ton objectif sans même s'en rendre compte. Fait que oui. Puis ceux qui vont regarder, là, on est rendu avec un nouveau game de marketing, puis on fait des vidéos. Ben, je m'implique dans les vidéos. Puis vous allez me voir danser, puis j'ai l'air d'un maudit cave. C'est pas grave. J'ai pas un ego démesuré. Oui, je sais ce que je veux, c'est correct, mais tu sais, pour dire, ah non, je vais avoir de l'air fou. C'est pas important. C'est pas important. Moi, j'ai du plaisir avec la gang. Je vais faire le compte carrément dans l'ordre. Écoute, j'ai une journée, là, tu sais, une bulle au cerveau. Je dis demain matin, j'ai écrit ça à tout le monde, là, du bureau. Demain matin, on parle Schtroumpf pendant une avant-midi de temps. Pas avec vos clients, là, mais entre nous autres, on parle Schtroumpf. Fait que, bonjour Laurent, comment ça Schtroumpf aujourd'hui? Puis là, ça a été euphorique parce que tout le monde dit, voyons, c'est niaiseux. Oui, c'est niaiseux, c'est complètement con. Je suis tout à fait d'accord. Mais ça a amené quelque chose de différent. On ne l'a pas fait pendant 3 semaines, on a fait une demi-journée. Fini. Mais j'ai une bulle au cerveau, puis on part. On l'essaye. C'est tout. En tout cas, moi, ça me trouve, en tout cas, là. Oui, ça Schtroumpf, ça, c'est. Moi, c'est Mais, Schtroumpf, c'est Schtroumpf, c'est. puis, est-ce que, parce que, tu sais, je regarde ton parcours, là, puis, tu sais, là tu es dans peut-être une PME, là, là-dessus, mais, tu sais, tu as quand même travaillé PME. dans des boîtes, tu as été VP, RH, Amérique du Ouais, Nord, Inde, UK. ouais. Est-ce que ça s'applique aussi dans ce genre d'environnement-là, ce que tu es en train de partager? Et la seule différence, c'est que moi, j'apporte justement cette vision plus globale, plus deuxième niveau que l'entreprise apporte. On s'entend, en termes de millions de dollars, c'est une des entreprises qui est la plus rentable, OK, au niveau net que j'ai travaillé. Mais au niveau vision globale, plus mondiale, périphérie, j'ai une expertise à ce moment-là quand je l'apporte. Je dis non, non, vous autres, là, vous êtes encore sur un marché local qui est très Montréal. Montréal-Québec, là. Moi, je peux voir plus loin, là. J'ai eu des bureaux à Seattle, à Portland, au Brésil, etc. J'ai supervisé ces équipes-là. Je vois plus différent. Puis oui, à un moment donné, j'ai supervisé du monde en Inde, j'ai supervisé du monde au Royaume-Uni. Mais c'est ça, j'amène quelque chose de différent. Puis ce bagage-là, il n'est pas perdu. Et je l'ai eu j'ai été chez Keywords, Babel/Keywords pendant presque 7 ans. Puis c'est ça, avec du travail à distance, avec un 6 heures de décalage entre les réunions, puis des choses comme ça, là, ben, ça se fait. Ouais, OK. Puis c'est drôle parce qu'il y a quelqu'un qui réagit, qui dit développer la confiance avec tous les niveaux de l'organisation. Une personne qui pose une question, je trouve ça intéressant, Mhm. là. Je trouve vraiment intéressante. Vois-tu un lien entre amener les gens à faire des choses niaiseuses et développer leur capacité à innover? Ben, tu sais, les choses niaiseuses en ce moment, c'est un trend sur TikTok qui fonctionne bien, puis c'est pour attirer une visibilité, pour dire qu'il y a du plaisir au travail. Moi, je crois beaucoup à ça, hein. Le troisième, je dis, ça prend du fun au Ouais. travail. OK? Fait que la partie fun, c'est, moi, je n'irai pas dans une entreprise qui est trop stricte, qui est trop sérieuse, je ne serai pas bien. Évidemment, on veut attirer du monde qui nous ressemble. Fait qu'en partant, là, si c'est des gens qui n'aiment pas ça avoir du fun, j'en veux pas dans mon entreprise. Euh, mais faire des choses niaiseuses, puis les amener à se développer, pour moi, c'est pas un contre l'autre. Ça ne veut pas nécessairement dire que c'est un avec l'autre. Tu peux être, tu sais, dans mon cas, ça fonctionne, c'est un avec l'autre. Mais je peux avoir quelqu'un qui est très extraverti, mais ne veut pas nécessairement augmenter, ne veut pas prendre plus de responsabilités. Ça se peut aussi. Mais c'est une personne qui est très ouverte d'esprit pour un paquet de choses. Ça, ben, c'est bien correct. Un ne va pas contre l'autre, je pense pas. Mais moi, je le vois là, tu sais, tu sais, je le vois dans nos formations. Puis, tu sais, je pense forcément à un de nos formateurs, Sacha, là,
qui aiment ça, là, faire des choses qui... Hier, il faisait une présentation là, au sommet de l'innovation et de l'information, puis là, il faisait semblant d'avoir un tour de magie, etc. Moi, je voyais la réaction des gens. Je pense que les gens aussi, là, ils retirent leur armure, ils retirent leur protection, ils sont plus naturels, ils embarquent dans le jeu. Puis naturellement, là, comme il y a finalement une sécurité psychologique en disant, s'il le fait, je peux le faire. Puis je sais que je ne serai pas jugé. Puis ça va faire, on va pouvoir une meilleure collaboration là-dessus. Donc, puis, quand tu parles de travail en ayant le plaisir, nous, on fait la promotion d'apprendre en ayant du plaisir. Ouais. Puis on le voit que les gens, même s'ils disent, OK, je pourrais travailler, je pourrais faire d'autres choses, là, ils ont du plaisir. Ils se rendent même plus compte qu'ils sont en train d'apprendre des choses qui vont leur servir demain. Là. C'est vraiment... Puis c'est drôle parce que à côté de ça, je pense que, je ne sais pas si j'ai déjà présenté à une causerie, mais moi, ça me fait penser à ce livre-là. Je ne sais pas si tu le connais, mais c'est vraiment intéressant. Là. Vous allez voir, c'est quelques pages. Puis c'est un livre d'une poissonnerie qui n'allait pas très bien. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui les a aidés. Puis là, ils ont commencé à faire des choses niaiseuses. Ils se balancent le poisson entre eux. Puis là, ça a créé un phénomène. Puis là où ils étaient en perte proche finalement de fermer la shop, finalement, ça a prospéré, là, puis les gens ont eu du plaisir aussi là-dessus. Donc, je trouve que c'est vraiment important. Là. Mais donc, écoute, Éric, s'il y a une chose que tu aimerais partager, là, c'est déjà la fin là, de notre causerie. S'il y a une chose que tu aimerais partager ou que tu aimerais peut-être les gens retiennent de notre causerie, ça serait quoi? Ça serait, c'est, je crois, le meilleur moment en ce moment dans plusieurs entreprises. Je ne dis pas tous, parce qu'il y en a que c'est des entreprises qui ont bâti eux autres mêmes, puis ils ont pour l'impression que quand tu proposes de quoi, tu vas plus dans leur poche. Là. Mais aujourd'hui, avec les pénuries de main-d'œuvre, c'est le meilleur temps, en tout cas, depuis au moins les 25 dernières années, je ne peux pas aller avant ça, pour proposer des choses qui sont innovantes. Pour amener un argumentaire, puis amener un montant. Puis souvent, ils vont te demander, oui, mais ça va rapporter combien ça? Je ne sais pas. John Frey m'a déjà posé une question quand j'ai proposé de quoi. Il disait, ouais, mais ça va rapporter combien? Je ne sais pas. Je suis sûr que tu joues à la bourse, puis garantis-moi que tu as toujours été positif. Il dit, je peux pas. Ben, c'est ça. On essaye des choses, on va innover, on va aller plus loin. Fait que oser. Oser tenir tête, mais, de façon intelligente, là, on s'entend, mais oser tenir tête, oser amener un argumentaire, préparer vos choses, puis aller cogner, aller arriver, puis soyez, on s'entend, il faut être convaincu pour être convaincant. Fait que soyez convaincu de ce que vous appelez pour être capable de convaincre. Oui, je trouve ça super intéressant. Puis c'est vrai qu'il y a la question de savoir combien ça va rapporter ou est-ce que ça va marcher. Des fois, c'est l'autre question. Est-ce que ça va marcher? Moi, des fois, il y a des gens qui me disent, OK, on va faire un programme de leadership et puis est-ce que ça va marcher? Et on va tout faire pour que ça marche, là, mais est-ce que 100% des personnes vont embarquer? On ne sait pas. Peut-être que, mais c'est sûr que si on ne le fait pas, malheureusement, on reste à la traîne là, par rapport à d'autres organisations. Puis, au final, ça se peut que les employés aillent voir ailleurs aussi par rapport à ça. Donc, écoute, un grand, grand merci. Je ne sais pas si vous avez des commentaires de ceux qui ont assisté à cette causerie. N'hésitez pas à les partager. Mais en tout cas, Éric, merci de ton temps. Très inspirant.